Donc déjà, bienvenue à tous pour la suite de ces programmes, de rendez-vous de la FHU, hein. On va arriver à la moitié de notre, programme. Donc aujourd'hui, nous allons, accueillir Sophie Georgin Lavial, hein, que je laisserai Philippe faire les présentations et je rappelle à tout le monde que nous avons encore 3 séances, l'une le 15 janvier avec Leila Imamovic sur les maladies inflammatoires et le microbiote intestinal avec un focus sur l'axe, foie-intestin. Le 5 février, Anne-Judith Valigora-Duprier qui va nous parler de dysbiose et allergies. Et on terminera le 4 mars avec Mouna Anachi qui parlera sur la relation anorexie mentale et microbiote. Rappel également pour vous dire que pour ceux d'entre vous qui auraient eu le manque de chance de ne pas pouvoir suivre les séances précédentes, eh bien, elles sont accessibles en replay sur la chaîne YouTube. Voilà, bah, écoutez, on va pouvoir commencer cette séance aujourd'hui. Philippe, je te laisse la parole. Merci Nathalie, bonsoir à tous et c'est un immense plaisir pour moi que de présenter Sophie Georgian-Lavial, donc, qui est une experte nationale et internationale des maladies auto-inflammatoires, qui est PUPH dans le service de médecine interne à l'hôpital Tenon, donc Sorbonne Université, et qui émarge au centre de recherche Saint-Antoine dans l'équipe microbiote, intestin et inflammation, qui dirige aussi la recherche dans son DMU, 3 idées, je crois que c'est ça, Sophie, et qui va nous parler donc du microbiote intestinal et des maladies auto-inflammatoires monogéniques. Donc là, vraiment, on est dans un cœur de sujet, une question qui est finalement initialement peut-être pas évidente, de faire le lien entre une maladie génétique monogénique en plus et un facteur d'environnement tel que le microbiote intestinal. Et donc, Sophie, à toi de jouer. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette introduction. Donc, mon objectif sera de vous introduire ces maladies et le concept de l'étude du microbiote dans ces maladies, puisque tout est parti de la clinique, hein, donc de l'étude des patients. Donc ça, ce sera d'abord dans une première partie, et ensuite peut-être d'ouvrir peut-être la discussion même avec les modérateurs sur l'intérêt de poursuivre dans ce sens. Alors, on fera une petite introduction sur le microbiote, même si certains d'entre vous sont des grands experts ou ont pu commencer à être experts du fait de la succession des webinars. Ensuite, on discutera des principales maladies auto-inflammatoires. Ensuite, de l'étude du microbiote dans ces maladies, pour terminer par des perspectives et de conclure. Le microbiote intestinal est de plus en plus étudié dans le monde et commence à être de mieux en mieux connu. Ce qui est important, et j'ai essayé de le résumer sur vraiment une seule ou deux diapositives, c'est qu'il y a à peu près 2 kilos de micro-organismes qui sont dans le microbiote intestinal, parce que dans ce topo, je ne parlerai que du microbiote intestinal, bien qu'il y ait d'autres microbiotes sur la peau, dans les voies aériennes. Donc 2 kilos qui représentent à peu près 10 puissance 13 micro-organismes. Et dans un corps humain d'environ 70 kilos, il y a à peu près autant de cellules que de micro-organismes qu'on a vu sur la gauche. Donc, voici un peu une différence. Une autre chose intéressante, c'est que pour un seul génome humain, puisque là, on va parler de maladies monogéniques, eh bien, il y a un très grand nombre de génomes de microbiote, hein, l'équivalent d'à peu près 150 génomes humains. Donc, effectivement, la problématique qu'a soulevée Philippe, et faut-il étudier ce microbiote dans des maladies monogéniques? On va voir un petit peu pourquoi, mais en tout cas, ceci pose un petit peu les bases. Autre chose que je voulais vous présenter, et ici, c'est une diapositive que m'a cédée le professeur Harry Sokol. Je vais vous parler pendant à peu près une bonne partie de mon travail de l'étude des bactéries qui composent ce microbiote, mais il faut savoir, et ce sera une ouverture dans les perspectives, qu'il y a d'autres composants du microbiote, qui d'ailleurs seront probablement étudiés dans divers webinars de cette année. Il y a des champignons et des phages. Et donc, ça fera aussi partie des perspectives que je vais vous présenter. Les travaux principalement réalisés à ce jour portent sur l'étude des bactéries du microbiote intestinal, mais nous sommes en train de travailler également sur les autres composants, probablement pour le futur.
On sait qu'il y a une grande variabilité interindividuelle au niveau bactérien, mais pas forcément au plan fonctionnel dans le microbiote. Je souhaitais rappeler, pour ceux qui sont les moins au fait du microbiote, deux définitions dont je me servirai dans les études qui seront présentées après. La diversité alpha, qui est une mesure qui va indiquer la diversité d'un échantillon unique, par exemple le nombre d'espèces. Donc, je vous montrerai parfois des résultats d'études de la diversité alpha chez des patients ou entre des groupes de patients par rapport à des contrôles sains. Donc, on peut voir ici en haut qu'il y a des personnes qui ont la même diversité alpha en haut. Elles ont le même nombre de formes différentes, au nombre de 5, alors qu'en bas, il n'y a que 3 formes différentes. Et donc, il y a une alpha-diversité qui est diminuée dans la communauté C. Ça, c'est un exemple de diversité alpha. Alors que la diversité bêta est une autre mesure qu'on regarde dans le microbiote qui va indiquer la diversité des espèces entre les échantillons. Donc, on peut reconnaître sur la partie de droite qu'il y a une alpha-diversité qui est certaine. La bêta-diversité, ça va être par exemple entre 2 sites, donc la diversité des espèces entre des échantillons. Il y a de nombreux facteurs qui vont impacter sur la composition du microbiote intestinal. Excusez-moi, il y a certaines diapositives qui sont restées en anglais. Donc, il y a la génétique, il y a l'environnement du patient, et tout ça peut influer sur la composition du microbiote intestinal. Ce microbiote a pas mal de fonctions, notamment pour l'autre. Il va intervenir dans des fonctions métaboliques qui sont représentées ici, dont nous parlerons peu pour ce topo, mais qui sont très, très, très utiles et assez connus pour la synthèse de vitamines, par exemple, la fermentation d'aliments. En bas, c'est relativement intuitif. Le microbiote a un rôle de protection et de barrière. Notamment, il va induire la sécrétion de certaines anticorps, immunoglobuline A, de peptides antimicrobiens. Il va être en compétition avec des pathogènes. Et à droite, quelque chose qui est très étudié, notamment dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, c'est son rôle immunitaire, du fait qu'il est bordé d'une muqueuse qui a un rôle intense dans l'immunité de l'humain qui le porte, dans l'immunité à la fois innée, mais également adaptative. Donc, c'est quelque chose qui est très étudié. Ensuite, il a été étudié, ce microbiote intestinal, dans de nombreuses maladies, notamment il y a pas mal d'experts dans la FHU PASSEM, dans les maladies métaboliques, que ce soit l'obésité, l'athérosclérose, le diabète, mais aussi les maladies neuro comme la maladie de Parkinson, la sclérose en plaques. Il est extrêmement étudié dans les maladies inflammatoires digestives de l'intestin, mais également il commence à être étudié dans les maladies rhumatismales. Et enfin, il y a beaucoup de travaux qui sont réalisés au cours de l'infection à Clostridium difficile au niveau mondial. Alors, après cette courte introduction sur le microbiote, je vais vous introduire les maladies auto-inflammatoires. Donc, les maladies auto-inflammatoires, comme l'explique leur nom, ce sont des maladies où il y a de l'inflammation. Et auto signifie que c'est la personne elle-même qui va développer sa propre inflammation. Et dans les maladies dont je vais vous parler, je vais parler de celles qui sont génétiques. Donc, c'est des mutations génétiques qui vont entraîner un excès d'inflammation chez certains individus. Cet excès d'inflammation, il peut être épisodique ou il peut être permanent. Ces maladies sont caractéristiques des désordres de l'immunité innée. Voici ces maladies. Parmi celles qui sont les plus connues, nous avons 4 maladies monogéniques qu'on dit maintenant historiques, c'est celle que vous connaîtrez peut-être. La fièvre méditerranéenne familiale, c'est celle dont on va parler le plus aujourd'hui. Ensuite, il y a les cryopyrinopathies, dont la première, c'est une mutation d'un inflammasome qui s'appelle pyrine. C'est un inflammasome qui, quand il est muté, va donner un excès d'inflammation de la voie de l'interleukine 1. Dans les cryopyrinopathies, c'est un autre inflammasome qui s'appelle NLRP3, qui va également donner un excès d'inflammation de la voie de l'interleukine 1. Et dans les deux autres qui ont été décrites aussi à cette période-là, il y a une vingtaine d'années, le syndrome du TRAPS, c'est une maladie très rare dont je ne parlerai pas après, où il y a une mutation dans le récepteur du TNF qui va entraîner un excès d'inflammation plutôt de la voie de l'interleukine 1. Et le déficit en mévalonate kinase, j'en parlerai un tout petit peu, c'est un déficit
d'un gène qui code une enzyme et qui va donner beaucoup d'inflammation, notamment très petite, qui peut mimer une maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Voici les 4 qui ont été décrites au tout début, il y a 20 ans. Et dans ces maladies, il y a beaucoup de manifestations digestives et c'est pour ça que ce topo aujourd'hui est fait. C'est parce qu'il y a des manifestations digestives dans ces maladies, notamment celles qui sont les plus connues, les historiques. Et donc, pour vous le montrer, nous avons réalisé récemment une étude européenne où on a regardé presque 1000 patients avec ces 4 maladies dites historiques. La plus fréquente au monde, c'est la fièvre méditerranéenne familiale, et donc dans cette étude, c'était celle qui était la plus représentée. Donc mutation de la pyrine, ici mutation de la cryopyrine, et ici les 2 qui sont un petit peu plus rares. Donc, parmi ces patients, vous voyez visuellement, hein, sans vraiment trop regarder de détails, dans plus de 80% des cas, je vous ai mis ici la petite ligne à pointiller pour vous montrer que dans plus de 80% des cas, dans les 3 ici qui sont notés, il y a des manifestations digestives. C'est pour ça que ce que se posait comme question Philippe initialement, c'est pourquoi est-ce qu'on va étudier le microbiote dans ces maladies? Eh bien, c'est parce que 80% des patients présentent des manifestations digestives que nous avons voulu étudier le microbiote chez ces patients. Là où il y a le plus de manifestations digestives, c'est presque 90%, c'est pour la fièvre méditerranéenne familiale, et il se trouve que c'est la plus fréquente dans le monde. Ensuite, c'est le syndrome du TRAPS, mais je vous ai dit que je vous en parlerai peu. C'est une maladie vraiment très, très rare. Et ensuite, le déficit en mévalanatinase, il y a plus de 80% de manifestations digestives. C'est une maladie sévère qui commence très, très, très tôt dans la vie et qui peut mimer une MICI. Dans les cryopyrinopathies, c'est plus rare, donc j'en parlerai peu. Et vous voyez qu'il y a une fréquence décroissante d'atteinte digestive dans ces maladies. Je vous parlerai enfin à la fin d'une 5e maladie qui a été découverte en 2015. J'ai mis très peu de mots-clés parce que je ne voulais pas vous donner trop de détails. C'est encore une maladie génétique qui va toucher la voie NF-κB. Le gène s'appelle TNF-AIP3. Il y a près de 200 cas rapportés, mais probablement sous-diagnostiqués. C'est des patients qui peuvent clairement mimer une maladie inflammatoire chronique de l'intestin. C'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui. Il y a une trentaine de patients en France. Ils ont tous une grande errance diagnostique. Et comme la maladie a été découverte récemment, la plupart du temps, ils sont malheureusement diagnostiqués à l'âge adulte. Et souvent, ils étaient étiquetés à tort, Mickey, Crohn ou B7. Dans cette maladie, je vous ai fait ici un petit schéma qui répertorie. Vous voyez que dans près de la moitié des cas, ils ont des troubles digestifs, douleurs, diarrhée, une diarrhée souvent sanglante, des ulcères. Mais comme vous pouvez le voir sur la partie droite, ils ont bien souvent des ulcères cogénitaux ou périnéaux qui peuvent tout à fait rappeler des maladies de Crohn que suivent mes collègues gastro-entérologues. Et puis par ailleurs, ils ont des fièvres, des douleurs aux articulations. Donc c'est pour ça qu'ils peuvent être mal classés. Donc on parlera de ces maladies à la fin, mais j'ai souhaité passer un peu plus de temps sur la fièvre méditerranéenne familiale. Pourquoi? Parce que c'est la plus fréquente dans le monde. Il y a 100 000 cas au monde de cette maladie. Donc il y a des pays où elle n'est pas rare, hein. Dans les pays méditerranéens, elle n'est pas rare. Et en France, on estime qu'il y a probablement 10 000 personnes qui ont cette maladie. La plupart d'entre eux ne sont pas diagnostiqués ou sont suivis peut-être en ville. Peut-être que dans l'auditoire, il y a des personnes qui ont cette maladie ou des médecins généralistes qui les suivent. Donc, c'est une maladie qui est, je pense, importante à connaître. Cette maladie touche les hommes et les femmes. C'est une maladie autosomique qui est récessive, donc il faut 2 mutations pour avoir la maladie. Et vous voyez que dans 95% des cas, les patients présentent des douleurs abdominales qui peuvent mimer une, une maladie chirurgicale. Donc, ça peut mimer une appendicite, et c'est des patients qui, dans certains cas, peuvent être opérés par des chirurgiens, alors que quand on ouvre le ventre, il n'y a pas de lésion, et c'est juste une crise de leur maladie qui est une inflammation du péritoine avec de la fièvre, une inflammation aseptique du péritoine. Donc, ces patients ils sont d'origine méditerranéenne par au moins 2 sur 4 de leurs grands-parents. Ils ont des douleurs abdominales fréquentes et récidivantes avec de la fièvre. Le problème, c'est que si le diagnostic n'est pas fait, ils peuvent développer des complications à type d'amylose inflammatoire, voire de maladies chroniques du foie qui peut aller jusqu'à la cirrhose. Et là aussi, j'attire l'attention sur le fait qu'il y a probablement un lien entre l'atteinte digestive qui va entraîner une inflammation dans le foie. Comment on peut avoir de l'amylose inflammatoire chez ces patients? Ils ont cette maladie, ils ont de l'inflammation chronique et la SA va se déposer dans les reins pour faire des dépôts d'amylose. Et quand on a de l'amylose, on a une maladie rénale
qui va donner un syndrome néphrotique, mais le tube digestif peut être également atteint et donner des douleurs abdominales et de la diarrhée. Cette maladie, le gène muté, c'est MEFV. Alors, une fois qu'on a compris pourquoi, quelle est la petite astuce, on s'en rappelle. ME, c'est pour Méditerranéen, FV pour fever. Donc, Mediterranean fever, c'est le gène qui va coder pour la pyrine. La pyrine constitue l'inflammasome pyrine et l'inflammasome, comme son nom l'indique, c'est une structure protéique dans le cytoplasme qui va produire des cytokines de l'inflammation, au premier rang desquelles on a l'interleukine 1, l'interleukine 18, j'en parlerai peu. Je vais parler surtout de l'interleukine 1 parce qu'on a des traitements dirigés contre l'interleukine 1, ça s'appelle les biothérapies anti-interleukine 1, qui sont efficaces dans cette maladie. L'objectif n'est pas de vous détailler la physiopathe, que je ne vais pas la détailler ce soir. Par contre, ce qu'il faut se rappeler, qui est très intéressant pour la suite, puisque je l'ai introduit tout à l'heure quand je vous ai parlé du microbiote, la toxine B du Clostridium difficile, qui est donc une bactérie extrêmement étudiée dans le microbiote, est capable de façon spécifique d'activer l'inflammasome pyrine et la sécrétion d'IL-1. Donc, on y reviendra à la toute fin de ce travail. C'est qu'il y a des patients qui ont cette maladie, la fièvre méditerranéenne familiale, qui peuvent s'infecter par le Clostridium difficile et activer par excès leur inflammasome pyrine, et donc leur maladie va être dérégulée et ne pourra pas être contrôlée tant qu'on n'a pas, on va dire, supprimé l'infection par le Clostridium difficile. Donc ça, c'était tout à fait intéressant à savoir. Je vais passer sur le petit schéma. Dans les autres choses qui m'ont semblé intéressantes, c'est que quand il y a une prolifération bactérienne dans l'intestin grêle chez les patients avec une FMF, ça va diminuer la réponse à la colchicine étant le traitement de référence de cette maladie. Ensuite, il y a un point tout à fait intéressant, c'est que quand les patients développent une infection par Helicobacter pylori, ils peuvent faire des crises d'épilepsie sévères, mais ils peuvent aussi avoir des poussées de la maladie FMF plus importantes, avec notamment des vomissements, et on le reverra à la fin. Donc, si on ne pense pas à éradiquer l'Helicobacter pylori chez quelqu'un qui a cette maladie, eh bien, il peut avoir des crises très fréquentes de sa maladie. Et enfin, il y a un lien qui a été découvert récemment entre des acides biliaires qui sont capables d'activer l'inflammasome pyrine qui est muté dans la FMF. Donc, la colchicine, je pense que vous en avez déjà entendu parler, c'est un médicament très ancien qui est dérivé de la fleur de colchique, qui a l'autorisation de mise sur le marché dans quelques maladies, dont la goutte et la fièvre méditerranéenne familiale, pour prévenir les crises, mais également pour prévenir la survenue de l'amylose inflammatoire. C'est un traitement quotidien à vie. Et pour votre information, dans cette maladie, on peut donner le plus souvent 1 mg, mais parfois jusqu'à 2,5 mg par jour, toute la vie, de colchicine chez les patients. Mais je vous ai parlé de l'interleukine 1 tout à l'heure. En cas de résistance, qui est relativement rare, 5 à 10 des patients à la colchicine, on peut donner des bloqueurs de l'interleukine 1, ce qui soulage énormément les patients. Alors, vous êtes, je pense, au courant dans cette FHU des liens entre dysbiose et maladies immuno-inflammatoires. Donc, il y a de nombreuses données qui montrent qu'il y a une dysbiose dans les MICI, dans certains rhumatismes inflammatoires, également dans l'obésité. Ce schéma, je l'ai mis pour montrer que vous reconnaissez peut-être ici, c'est l'inflammasome NLRP3 qui est muté dans les cryopyrinopathies. Eh bien, l'inflammasome pyrine va donner à peu près le même mécanisme, et il peut être activé par les dérivés d'acides gras et d'acides biliaires. Et il y a également, vous reconnaîtrez peut-être ici le tryptophane qui a potentiellement un rôle pour activer l'immunité dans la muqueuse digestive. Et il y a eu aussi des données qui ont montré que la SAA, la protéine SAA de l'inflammation, celle qui va se déposer dans l'amylose A, peut activer les cellules dendritiques et donner un excès de sécrétion de cytokines pro-inflammatoires, notamment l'interleukine 1. Donc ça, c'était des données qui existaient. Du coup, je vais vous présenter très brièvement, puisque souvent évoqué dans cette FHU également, le métabolisme du tryptophane. Le tryptophane, c'est un acide aminé essentiel qui ne peut pas être synthétisé par l'homme, qui a plusieurs voies. Donc, il va notamment donner la sérotonine et la fabrication des protéines, mais il peut également être utilisé par les bactéries pour être métabolisé. Il peut également, sous l'action d'une enzyme qui s'appelle l'IDO, aboutir à l'excès de dérivés de kynurénine, dont certains sont assez inflammatoires, et tout ça sous l'action de cytokines pro-inflammatoires. Et je vous ai dit que la cytokine pro-inflammatoire était élevée en cas de maladie auto-inflammatoire, notamment non contrôlée. Donc,
Nous avons, vous verrez un petit peu après, étudié chez certains patients avec fièvre méditerranéenne familiale le métabolisme du tryptophane, notamment quand ils avaient des dysbioses, et on le reverra après. Je vais passer sur ces diapositives-là. Qu'en est-il de l'étude du microbiote dans les maladies auto-inflammatoires? Je vais d'abord vous parler de l'étude dans la fièvre méditerranéenne familiale pendant à peu près 10 minutes. Et ensuite, je parlerai brièvement de l'étude de ce microbiote dans les autres maladies auto-inflammatoires. Il n'y a pas énormément de choses, mais des petites choses. La fièvre méditerranéenne familiale, elle va avoir une activité différente en fonction du patient, parce que ça, c'est comme pour les maladies immuno-inflammatoires que vous connaissez comme les MICI. Les patients, s'ils sont soumis à certains stress, comme c'est une maladie de l'immunité innée, ils peuvent avoir plus de crises de leur maladie. Donc, si le patient est stressé ou soumis à des stress divers, il peut avoir des crises de sa maladie. Également, nous nous sommes posé la question du rôle de son microbiome, de certains pathogènes. Je vous ai montré que, par exemple, Helicobacter pylori et Clostridium difficile ont un rôle activateur sur la FMF, et puis on verra un tout petit peu en haut que l'environnement peut avoir un rôle. Il n'y a pas beaucoup de travaux qui avaient été réalisés auparavant sur le microbiome dans la FMF. Le tout premier, c'était en 2008 par une équipe arménienne. Chez un petit nombre de patients, 19, mais seulement 8 avaient 2 mutations pathogènes de la maladie. Donc, on peut considérer que l'étude avait été faite que chez 8 patients et 8 témoins. Donc, de petits effectifs. Mais sur ce petit effectif qui était en Arménie, il y avait une dysbiose, donc une anomalie on va dire, d'équilibre du microbiote intestinal chez les patients. Voilà, donc ça, c'était leur conclusion et c'était en 2008. Ensuite, une équipe a travaillé entre 2015 et 2018 sur, à cette fois-ci, 48 patients arméniens. Ils ont fait 3 publications et leur conclusion était qu'il y avait quand il y avait des mutations de la pyrine de la FMF, cela pouvait contribuer à des différences spécifiques au sexe dans la structure de la communauté microbienne. Et ils avaient regardé si l'Actinobacillus acidophilus permettait de réduire le nombre d'entérobactéries de candidats chez les patients, parce qu'ils avaient trouvé que ceci était plus fréquent chez les patients. Donc, on pourra en reparler à la fin si on parle un petit peu des probiotiques chez ces patients. Donc, voici, ça c'était la première publication. Donc, ça, ce sont les autres publications de cette équipe de Pépoyan, en 2018, où ils ont travaillé sur Lactobacillus acidophilus. Et ensuite, nous avons mené une étude dans l'équipe de Harry Sokol à l'hôpital Saint-Antoine. Nous avons voulu regarder s'il y avait une dysbiose dans la fièvre méditerranéenne familiale sur une plus grande cohorte de patients avec Samuel D, un jeune qui était en Master 2 à cette époque-là. Donc pour cela, nous avons étudié 34 patients avec fièvre méditerranéenne familiale et 7 avaient une fièvre méditerranéenne compliquée d'une amylosa, qui est une forme sévère qui peut d'ailleurs toucher le tube digestif. Ils étaient comparés à des donneurs sains à parier et puis des patients avec une amylose sans FMF. Donc, cette étude a été faite par ARN16S, qui donc est une technique qui était habituellement utilisée pour étudier la composition bactérienne. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit que je vous montrais au départ des données sur les bactéries et que dans le futur, nous aimerions étudier plus en profondeur la composition du microbiote. En tout cas, les 2 études dont je vais vous parler là ont été sur les bactéries avec la technique 16S. Pour ce premier travail, il y avait aussi une recherche sur les biomarqueurs de l'inflammation, les cytokines, des métabolites du tryptophane, c'est pour ça que je vous les ai introduits. Les patients avaient tous 2 mutations pathogènes, c'est important, ça voulait dire que c'était des FMF vraiment authentiques et non des FMF avec une seule mutation. Et les patients qui avaient l'amylose A avaient une forme sévère de la maladie avec 2 mutations pathogènes à chaque fois. J'avance. Ce diagramme vous montre que les patients avec fièvre méditerranéenne familiale étaient significativement avec des cytokines pro-inflammatoires plus élevées que les contrôles. Donc, qu'on peut voir sur l'interleukine 1, l'interleukine 6. Ensuite, ils avaient une activité IDO, qui est cette enzyme qui va entraîner le catabolisme du tryptophane plutôt vers la voie des kynurénines, qui était significativement plus élevée que les contrôles. Ils avaient aussi, mais je vais passer sur les adipokines. On a regardé la diversité alpha chez ces patients et la diversité bêta. Je vous ai remis ici la définition. Donc, pour estimer la diversité chez ces patients, on a étudié un indice KO
qui a montré qu'il y avait une diminution de la biodiversité chez les patients avec amylose A et FMF. Vous voyez qu'ici, on a les contrôles. Eh bien, il y avait une diminution chez les FMF avec ou sans AA. Ensuite, on a regardé la diversité bêta et nous avons observé une composition microbienne qui était différente selon les patients. Donc, les FMF par rapport au contrôle avaient une diversité différente significativement et les patients avec amylose AA par rapport à des contrôles. Tout cela nous a permis d'identifier 3 unités taxonomiques opérationnelles qui semblaient, je vais vous montrer sur la diapositive suivante, 2 plutôt, qui semblaient surreprésenter significativement dans la FMF par rapport aux témoins. Il s'agissait d'OTU qui étaient de la famille des Clostridiales et des Blausia. Ça, c'était ce premier travail. Donc, la conclusion de ce premier travail était qu'elle prouvait sur une plus grosse cohorte par rapport à nos collègues en Arménie qui avaient une dysbiose chez les patients avec une fièvre méditerranée familiale, qu'ils aient ou pas une complication à type d'amylose AA, et qu'il y avait ces 2 OTU surreprésentés. D'autre part, il y avait une dérivation probable de la voie du tryptophane vers les dérivés kynuréniques. Donc ça, c'était les premières conclusions. Ensuite, on a nos collègues turcs. En Turquie, il y a énormément de fièvre méditerranéenne familiale qui ont réalisé une étude sur le microbiote chez les patients avec FMF. De façon intéressante, vous allez pouvoir voir qu'ils ont essayé de comparer des patients qui habitaient en Turquie par rapport à des patients qui étaient partis émigrer aux États-Unis. Donc là, ils ont testé l'hypothèse qu'il y avait un rôle de l'environnement sur la dysbiose dans la FMF. Alors, les effectifs étaient 28 patients turcs et 21 patients qui habitaient aux États-Unis. Donc, c'est paru maintenant il y a à peu près 2 ans. Donc, leur conclusion était qu'il n'y avait pas de différence dans la diversité alpha et bêta entre les 2 pays et que ça ne pouvait pas prédire une forme sévère, mais qu'il y avait des différences entre les pays. Après, quand on regardait dans le détail, on voyait qu'il y avait certes une différence entre les 2 pays qui peut montrer que le microbiote va varier en fonction de l'environnement, mais qui ne prédisait pas si les formes pouvaient être sévères ou pas. Donc, vous voyez qu'ici, j'ai noté sur le tableau l'étude qu'on avait menée en France et puis l'étude menée par les Turcs. Donc, après avoir vu ces études, nous en avons discuté avec Harry Sokol et nous avions estimé qu'il fallait probablement des études sur de plus grandes cohortes, bien qu'il s'agisse d'une maladie rare, et qu'il fallait avoir des témoins qui étaient vraiment apparus en sexe et âge, ce qui n'était pas totalement le cas dans l'étude présentée en Turquie et aux États-Unis. Et bien sûr, sur des échantillons qui étaient comparables, parce que là, ils avaient envoyé des échantillons par avion qui avaient été techniqués dans des endroits différents. C'était pas forcément facile à comparer. Donc, on a décidé de mettre au point une étude sur des échantillons qui étaient techniqués pareillement et sur une plus grande cohorte. Donc, nous avons pu étudier 119 patients qui vivaient tous en France, qui avaient une FMF, on va le voir juste après. Et l'étude, l'objectif, c'était de vérifier si les premières hypothèses se révélaient. Donc, les patients faisaient leur échantillon de sel, l'envoyaient dans un tube qui permettait de conserver par la poste et les échantillons étaient tous récupérés et techniqués rapidement. Vous voyez que c'était une étude par ARN 16S. Voilà, tous avaient une FMF qui était totalement confirmée. Ils avaient au moins une mutation, mais la plupart d'entre eux, vous le verrez, avaient 2 mutations pathogènes. Ils étaient tous adultes. Nous avions exclu les patients qui avaient eu des antibiotiques récemment et qui avaient une MICI. Sur l'ensemble des patients, vous voyez qu'il y en avait 88, donc la majorité qui avaient 2 mutations pathogènes et une trentaine qui avaient une seule mutation. Nous avions souhaité les étudier parce que nous voulions voir si ils avaient une différence par rapport à ceux qui avaient 2 mutations et ils étaient comparés par 61 contrôles sains. Vous pouvez voir qu'il s'agissait d'adultes de 45 ans de moyenne. 17 d'entre eux avaient une complication sévère à type d'amylose et 5 une complication hépatique à type de stéatose hépatique ou de cirrhose. 13 étaient en poussée. Tous recevaient de la colchicine puisque c'est le traitement de base. Il y avait quand même 23% qui étaient considérés résistants à la colchicine et 10 d'entre eux avaient nécessité une biothérapie anti-interleukine 1. On a vu tout à l'heure que c'était le traitement en cas de résistance à la colchicine. Les résultats ont été les suivants. Il y avait une composition différente du microbiote chez les patients avec une fièvre méditerranéenne familiale
et ils avaient une diminution de leur diversité alpha, on peut le voir sur ces deux graphiques, et de la diversité bêta. Donc, ça confirmait les premiers résultats qu'il y a bien une dysbiose dans la fièvre méditerranéenne familiale, avec une moindre diversité par rapport à des contrôles. Ensuite, la composition, quand on regardait dans le détail, il y avait un excès chez les patients FMF de plusieurs taxons, notamment inflammatoires, qui sont notés ici. Et de façon intéressante, sous colchicine, il y avait un petit peu plus de bactéries anti-inflammatoires et une diminution des pro-inflammatoires, ce qui correspond un peu à ce qu'on voit chez les patients quand ils prennent bien leur traitement, leur maladie est plus contrôlée. Donc au total, il y avait sur cette étude de plus grande cohorte, plus de bactéries pro-inflammatoires dans la FMF par rapport au contrôle. Et de façon intéressante, on a pu faire des études un petit peu plus approfondies, notamment grâce à Nicolas, qui était à l'époque encore à Saint-Antoine, et Nicolas Beneich, qui a montré qu'il y avait une corrélation entre certaines particularités de la FMF. Donc, chez les homozygotes, il y avait un microbiote un peu différent par rapport à ceux qui avaient une seule mutation. C'était significativement différent. D'autre part, vous allez le voir ici, donc il y avait des taxons inflammatoires chez les patients qui avaient 2 mutations. Et enfin, ici, on peut voir que ceux qui avaient des formes sévères comme l'amylose et les atteintes hépatiques avaient des taxons un peu plus représentés comme les Paracoccus et les Ruminococcae. Enfin, il y avait des taxons spécifiques en cas de résistance à la colchicine. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant parce que les patients résistants à la colchicine, jusqu'à présent, on ne savait pas vraiment comment l'expliquer. Et enfin, des études supplémentaires ont montré qu'il y avait une réduction de la connectivité entre les taxa dans le microbiote qui pourrait suggérer que la structure du microbiote est altérée chez les patients résistants à la colchicine par rapport aux patients qui sont sensibles à la colchicine. Donc, les conclusions de ce deuxième travail sur la FMF, sur donc une plus grande cohorte, montraient qu'il y avait bien une altération du microbiote dans la FMF en termes de diversité et de composition, avec une association en fonction du génotype de la maladie. Ça pourrait peut-être répondre à une des questions de Philippe initialement, c'est est-ce que ça sert à quelque chose d'étudier dans des maladies monogéniques? En tout cas, là, on sait que ceux qui ont un génotype avec 2 mutations pathogènes sont plus sévères que ceux qui n'en ont qu'un. En tout cas, leur composition microbiote est différente et qu'il y avait une différence en termes de réponse à la colchicine. Et on sait que ceux qui sont résistants à la colchicine ont une maladie plus sévère. Enfin, on a montré qu'il y avait une connectivité du réseau des bactéries qui était diminuée chez les résistants à la colchicine. Donc, quand on a fait ça, on a eu plusieurs perspectives que je vais vous discuter un petit peu après. Donc, je vais passer directement aux perspectives et conclusions. Je regarde, je vois que je suis encore correcte dans le timing. Donc, les perspectives, après avoir fait ces 2 travaux, étaient les suivantes, étaient d'étudier de façon plus approfondie la dysbiose dans la FMF. Et donc, il y a 2 travaux qui sont en cours d'analyse dans le laboratoire de Harry. Une première sur l'analyse shotgun, donc c'est une analyse qui va permettre de regarder tout l'ensemble de la composition des micro-organismes, pas seulement les bactéries, donc qui est réalisée par un des post-doctorants du laboratoire. Et également, nous avons collecté, grâce à une étude de l'APHP qui s'appelle un CRC, 30 patients avec une fièvre méditerranéenne familiale sévère résistant à la colchicine de façon prospective, et nous avons collecté leurs selles pour étudier le microbiote et voir si les résultats que je vous ai présentés là se confirmaient. Donc, c'est une étude qui est en cours. Ils sont en cours de séquençage actuellement. Donc, je ne peux pas vous donner les résultats puisque je ne les ai pas encore, mais en tout cas, je voulais vous dire que les résultats que nous avons pu produire précédemment et qui sont tous 2 publiés, le premier et le deuxième sont publiés, nous ont permis d'ouvrir sur les études qui sont en cours au laboratoire et qui vont probablement, on l'espère, nous donner des informations supplémentaires pour traiter les patients. Ensuite, nous avons décidé d'étendre l'étude de la dysbiose sur d'autres maladies auto-inflammatoires monogéniques que je vous avais présentées en introduction. Donc, dans le déficit en mévalonate kinase, je vous avais présenté, il s'agit d'une pathologie où les patients, dans plus de 80% des cas, ont des troubles digestifs, notamment dans la première année de vie.
et qui peut mimer une maladie inflammatoire chronique du tube digestif. Donc, dans cette maladie, je ne vous présenterai pas les résultats puisqu'ils ne sont pas encore publiés, mais ils sont en cours d'études dans le laboratoire. On a clairement une dysbiose importante chez ces patients qui ont une maladie certes très rare, mais très sévère au plan digestif. Et enfin, je vais vous parler un tout petit peu d'une autre maladie monogénique que je vous ai introduite tout à l'heure, qui est l'apléinsuffisance de A20, parce que nous avons décidé de travailler dessus dans le laboratoire avec une de nos étudiantes en thèse, Inès Elani. Donc, ici, ce sont les patients dont je vous ai parlé avec une étude résistance à la colchicine. Et là, ce sont les patients qui ont une apléinsuffisance de A20. Donc, dans cette maladie qui peut également mimer une maladie inflammatoire chronique du tube digestif, 46% d'entre eux ont des troubles digestifs et il y en a qui ont énormément d'ulcération, donc qui pourra rappeler certaines manifestations de Mickey à mes collègues en ligne comme le professeur Sexy. Donc, ils ont des ulcérations, ils ont des colites. Et donc, nous avons pu collecter 17 selles fraîches de patients à travers la France souffrant de cette maladie monogénique. Et les études sont en cours. Je ne vous montrerai pas les diagrammes, mais je peux vous le dire à l'oral qu'ils ont clairement une dysbiose. Nous avons non seulement regardé la composition du microbiote, mais nous avons également regardé le métabolisme des acides biliaires, le métabolisme du tryptophane et les acides gras à chaîne courte, puisque la composition du microbiote va altérer ces différents métabolites. Et donc, ces études sont en cours par le docteur Inès Elani qui est en thèse sur cette thématique. Enfin, je vous ai parlé des patients avec déficit en natina. C'est une maladie quand même très rare. Donc, on a pu étudier déjà cette patient et un petit peu plus depuis. Et les patients qui ont une cryopyrinopathie, ils ont peu de troubles digestifs, mais certains d'entre eux nous ont quand même envoyé leurs selles. Et donc, on comparera les résultats de ces patients par rapport aux autres. Donc, vous pouvez voir ici une doctorante et un post-doctorant qui travaillent sur ces résultats actuellement. Enfin, je voulais revenir à la clinique, puisque c'est la clinique qui nous a fait travailler sur ces maladies, puisque je vous ai montré au tout départ qu'ils ont, dans un très grand nombre de cas, des manifestations digestives. Eh bien, il y a des infections qui vont déséquilibrer leur maladie. Donc, les bactéries flagellées, comme Helicobacter pylori, sont capables d'activer l'inflammasome pyrine. Et de façon tout à fait intéressante, on avait des patients qui avaient une famille familiale normalement équilibrés sous colchicine et qui d'un coup se mettaient à avoir des vomissements, des douleurs épigastriques, ce qui est atypique parce que d'habitude, ils ont des douleurs plus abdominales et donc les vomissements ne sont pas très fréquents. Et chez ces patients, nous avons pu faire des biopsies gastriques et puis des fibroscopies ésogastro-duodénales, mais ça avait déjà été fait dans d'autres pays, hein. Et nous avons montré que quand ils ont une infection à Helicobacter pylori, cela peut exacerber leur fièvre familiale. Et si on n'éradique pas Helicobacter pylori, les symptômes digestifs hauts ne cèdent pas. Donc, c'est très important. Et une autre chose très importante, c'est que pour ces patients, si jamais on les traite par macrolide pour leur hélicobactère, il faut faire très attention parce qu'il y a une interaction entre les macrolides et la colchicine. Et donc, si jamais on n'y fait pas attention, la colchicine peut entraîner beaucoup de diarrhée. Donc ça a fait l'objet d'un travail qui est publié, mais qui n'est pas le seul, hein. Dans la littérature, il y a plus de 100 patients qui ont eu des infections à Helicobacter pylori qui ont déséquilibré leur FMF. Mais je voulais partager avec vous cette autre information. Je vous ai dit au départ que la toxine B du Clostridium difficile était capable d'activer de façon spécifique la pyrine dans la FMF. Eh bien, nous avons identifié des patients qui avaient une diarrhée qui était apparue subitement, alors qu'auparavant, leur fièvre méditerranéenne était très bien équilibrée sous colchicine. Et chez certains d'entre eux, on a eu l'idée de rechercher le Clostridium difficile. Et lorsqu'il était présent, eh bien, tant qu'on n'éradiquait pas le Clostridium difficile, on ne pouvait pas équilibrer la maladie et les patients avaient encore énormément de diarrhée et d'inflammation. De façon intéressante, cela pouvait mimer une résistance à la colchicine. Et donc, c'est une atteinte sévère puisque 2 patients sont décédés sur 9 qui ont contracté une infection avec Clostridium difficile. D'autre part, je voulais signaler qu'il fallait traiter ces patients parce que ça pouvait permettre de revenir à un état basal de la FMF et qu'il ne fallait pas les mettre sous biothérapie anti-interleukine tant qu'on n'avait pas identifié d'infection à Clostridium difficile et qu'on l'avait traitée. Enfin, chez une patiente pour laquelle les antibiotiques classiques n'avaient pas fonctionné, nous avons pu lui proposer une transplantation fécale qui a permis de la débarrasser de l'infection à Clostridium difficile. C'est une patiente maintenant qui va beaucoup mieux
sa fièvre méditerranéenne familiale est contrôlée et elle ne s'est pas réinfectée à Clostridium difficile. Donc, j'ai mis dans les perspectives probablement qu'un travail pourrait être intéressant sur le rôle des probiotiques dans les cas graves de maladies auto-inflammatoires. Quand on en discute avec nos collègues, par exemple nos collègues italiens, ils nous disent que leurs patients avec FMF s'achètent en pharmacie des probiotiques et les prennent. Alors, il n'y a aucune étude qui a montré que ça a prouvé à ce jour, mais ça pourrait être un travail d'avenir. Quelles sont les conclusions que je voulais proposer aujourd'hui? C'est que j'espère vous avoir convaincu, en tout cas dans la plus fréquente de ces maladies, la fièvre méditerranéenne familiale, qu'il y a une dysbiose chez les patients. Donc, c'est un exemple de dysbiose dans une maladie auto-inflammatoire monogénique avec atteinte digestive. Il se trouve, même si ce n'est pas encore publié, que dans d'autres maladies, donc dans l'aplancience 2 A20, dans le déficit en mévalonate kinase, il a également une dysbiose et peut-être là, il y a une publication extrêmement récente qui est sortie ces derniers jours dans une autre maladie monogénique avec une mutation de LAC1 et qui peut donner une atteinte digestive. Donc, probablement que nous, les médecins internistes ou rhumatologues ou pédiatres qui travaillons sur ces maladies-là, devrions attacher plus d'importance à l'équilibre de la flore intestinale. Donc, probablement que le travail mené dans la PACEM pourra être utile. Ensuite, j'ai mis en gris quelles sont les conséquences thérapeutiques. Alors, nous ne le savons pas au jour d'aujourd'hui. Je vous ai montré que, en tout cas, quand il y a une infection à Clostridium difficile et résistante aux antibiotiques actuels, on peut proposer une transplantation fécale, bien que ce soit des cas quand même rares. Et enfin, quid des probiotiques? Peut-être qu'on en discutera ensemble, mais il n'y a pas de réponse à cette question. Peut-être qu'il faudrait mener des études prospectives chez les patients. En tout cas, c'est une affaire à suivre. Et je tiens bien sûr à terminer en remerciant l'ensemble des collaborateurs, notamment du laboratoire de Harry Sokol et Philippe Sexic au centre de recherche de Saint-Antoine à Paris, puisque l'ensemble des travaux ont pu être menés dans cette équipe, et notamment Nicolas Benèche, Samuel DM, Marion Delplan, qui ont beaucoup travaillé sur le projet FMF, Marius Brédon et Inès Elani sur le projet HA20 Mevalonate kinase, et puis sur la nouvelle étude actuellement en cours en shotgun dans la FMF, ainsi que tous les membres et notamment techniciens qui ont pu travailler sur ce projet. À droite, vous voyez les cliniciens qui ont inclus des patients, bien sûr les différentes bourses que nous avons reçues pour mener ces projets. Et je vais m'arrêter là. Merci de votre attention. Merci à toi, Sophie. Et on est en bonne compagnie avec des webinaires. Ils sont une petite quinzaine, à qui on va demander de répondre au sondage rapide sur les rendez-vous de la FHU pour bien caler les thèmes, les horaires et la durée de l'intervention. Mais voilà, je vous laisse répondre. Et puis, on va pouvoir passer un peu aux questions. Alors, je pense qu'il va y en avoir. Il y en a peut-être même déjà une question de Simon. Je commence par la question de Simon. Comment sont déterminées les connexions entre composants du microbiote? Donc, peut-être ça fait allusion à tes résultats sur l'interconnexion. Et ça peut être, ouais, c'est de la biostat, hein. Et Ouais. puis, est-ce que la perte de la diversité entraîne automatiquement une diminution, enfin, la perte de ces connexions entraîne une diminution de la diversité, puis vice-versa? Est-ce que c'est quelque chose qui est toujours lié ou pas? Je sais pas si. Alors, merci à Simon. Donc, on ne se connaît pas. Simon pourra dire dans le chat quel est son background pour que je comprenne. Donc, moi, je suis une clinicienne interniste. Donc, les analyses d'interconnexion ont été réalisées par Nicolas Benèche quand il était encore à Saint-Antoine. Donc, moi, je ne saurais pas répondre à la façon dont il a déterminé cela. Et bien sûr, je n'ai pas non plus de réponse à ce jour. Est-ce que cette perte de connexion entraîne une diminution de la diversité? Mais peut-être que l'avenir nous le dira, ou peut-être qu'il faut qu'on regarde bien en ce sens sur l'étude qu'on va faire en shotgun. En tout cas, comme vous avez pu le constater, c'était un peu des études exploratoires dans une maladie que peut-être vous considérez comme rare, qui est certes rare, mais il y a des pays, vu qu'il y a quand même 100 000 cas dans le monde, il y a des pays où ce n'est pas une maladie rare. Euh, et en tout cas, des questions qui restent non résolues. Donc, je n'ai pas vraiment de réponse. Mais Donc, ouais, les connexions, c'est peut-être, je pense, la mesure des co-occurrences de bactéries entre elles. Et quand elles sont plus fortes,
y a une structure probablement du microbiote qui est plus robuste et des actions physiologiques sûrement plus fortes, quoi. Ça a déjà été montré. Est-ce que c'est lié à la diversité? Ça, je sais pas. Ça, il faudrait qu'on redemande. Mmh. En tout cas, oui, c'est vrai que c'est assez fascinant comme résultat, qui restent plutôt des résultats d'association entre une maladie et... Moi, je me demandais si vous aviez regardé des questionnaires d'alimentation ou est-ce que les malades qui ont des manifestations digestives, alors je sais que c'est pas tout le temps, mais est-ce qu'ils ont sélectionné un peu leur alimentation? Est-ce que la colchicine qui donne un peu des sels un peu molles, un peu liquides, fait qu'ils mangent moins de fibres, etc. Est-ce que vous avez donc pu peut-être avoir des contrôles vraiment du même âge, même BMI, même sexe, et peut-être de la même origine géographique pour voir s'ils mangent un peu pareil ou si vous avez fait des questionnaires alimentaires? Alors, on n'a pas fait de questionnaire alimentaire, on a juste fait le questionnaire que vous connaissez sur la consistance des sels, lors, du recueil. On a pris pour la toute première étude, c'était des patients le plus souvent à Paris en sexe et âge, mais quand on n'arrivait pas à les prendre dans la famille, on les prenait dans les personnes qu'on connaissait. Donc en effet, c'était pas forcément le même alimentation. Et là, pour cette étude, on a demandé aux membres de la famille de donner. On n'a pas réussi à avoir de sel pour chaque membre de la famille. Donc, c'est pas totalement exact. Par contre, c'est peut-être une bonne idée, Philippe, en tout cas pour l'avenir, de faire des demandes, des questionnaires d'alimentation. Mais je voulais revenir sur quelque chose qui est une idée assez reçue. Vous allez me dire si c'est le cas. Il est assez courant de penser que sous colchicine, le transit est mou. Et ben en fait, donc, moi, on va dire que 80% de mes patients ont cette maladie et donc sont sous colchicine. Et bien en fait, à de rares exceptions, ils ont un transit tout à fait normal. En fait, je leur dis souvent avec mes mots que au bout de 3 semaines, leur microbiote s'est adapté à la colchicine. En tout cas, c'est ce qu'ils ressentent. Pendant 3 semaines, ils ont éventuellement un transit mou, mais pas forcément. En tout cas, ils ne s'en plaignent pas, sauf les patients qui sont finalement résistants à la colchicine. Souvent, ils ont de la diarrhée, pas tous, mais souvent. Et enfin, ceux qui ont un événement intercurrent, par exemple, ceux qui ont le Clostridium, bah, souvent, ils ont de la diarrhée. Donc, en tout cas, dès qu'on a quelqu'un qui a la diarrhée, on va rechercher le Clostridium. Il n'est pas toujours présent, mais en tout cas, quand il est présent, il y a de la diarrhée. Et de façon très intéressante, il y a des patients qui étaient étiquetés Mickey atypiques associés à la FMF, mais sans critères histologiques de Mickey. Eh bien, pour certains, j'ai décidé, notamment quand ils m'étaient adressés à la transition, donc après l'âge pédiatrique, de les passer sous biothérapie anti-interleukinin quand ils avaient 8 à 10 selles par jour, qu'ils n'en pouvaient plus, s'ils sont étudiants, s'ils travaillent, etc. C'était difficile pour eux de gérer. Et tous ceux que j'ai passés sous anti-interleukinin, bien sûr, il n'y avait pas de clostridium, hein, eh ben, ils n'ont plus de diarrhée. Donc, voilà. La colchicine peut se manifester dans de rares cas. euh, Cette fameuse résistance à la colchicine peut se manifester par une diarrhée qui impacte leur qualité de vie. Est-ce qu'il y a d'autres J'ai questions? N'hésitez pas, peut-être Nathalie? Oui, j'ai envie de rebondir justement sur ce que tu viens de nous dire, hein. Moi, je trouve intéressant, enfin passionnant, cette réflexion quant au fait du microbiote qui est altéré chez les patients qui sont résistants à la colchicine. Est-ce que tu crois que c'est un microbiote de départ, hein, qui serait défavorable à l'effet de la colchicine ou finalement une adaptation de l'individu? Enfin, on est toujours un petit peu dans cette dualité cause-conséquence et des choses qu'on a discutées très très fréquemment avec toute l'histoire des Mickey par exemple et dans beaucoup d'autres domaines. Alors, c'est une excellente question. En fait, je vais apporter des éléments de discussion ou réponse. Nos collègues turcs qui ont des grandes cohortes ont très récemment publié 2 articles qui cherchent à identifier quels sont les enfants qui vont être des résistants à la colchicine. Et en résumé, c'est des enfants qui vont démarrer la maladie dans les 2 premières années de vie et qui ont 2 mutations pathogènes. Euh, et ceux-là ont des symptômes digestifs. En tout cas, ils ont vraiment identifié.
des patients qui démarraient très tôt dans la vie avec une maladie digestive sévère et deux mutations. Ça, c'est une première chose. Nous, ceux qu'on a qui sont résistants à la colchicine, donc moi je suis un médecin de l'adulte, ceux qu'on voit en tant qu'adulte, quand on regarde dans les dossiers, ils ont toujours une maladie qui est sévère depuis qu'ils sont petits. Donc probablement que c'est cette population que viennent d'identifier nos collègues qui sont des pédiatres turcs, avec une maladie qui a commencé très tôt, avec deux mutations, avec beaucoup de symptômes digestifs. Donc vous êtes des experts de la composition du microbiote. Donc je ne sais pas si c'est dès la naissance qu'ils avaient ce microbiote-là. En tout cas, ils ont, ils ont cette maladie qui est très sévère, alors qu'on a d'autres patients qui ont les mêmes mutations, qui vont commencer plus tard, vers 7 ans, et qui ne seront pas résistants à la colchicine. Ce qui est sûr, c'est que quand on les traite par biothérapie anti-interleukine 1, je n'ai pas d'exemple en tête de patient qui ait gardé de la diarrhée. C'est-à-dire que leurs symptômes digestifs s'améliorent énormément. Au niveau digestif, ça s'améliore énormément. Qu'est-ce qui va rester après? C'est des symptômes plus musculaires ou articulaires. Potentiellement, c'est peut-être des séquelles un peu fibromyalgiques parce qu'ils ont souffert pendant des années. Mais en tout cas, au niveau digestif, ça calme énormément leur maladie. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais du coup, on ne sait pas si c'est leur microbiote préexistant qui fait que la maladie va être plus sévère, ou bien si, enfin, du coup, on ne sait pas à 100%. Ce qui est sûr, c'est que quelqu'un qui a eu beaucoup de symptômes digestifs depuis toute sa vie sous colchicine, ça ne va pas s'améliorer. La colchicine va probablement quand même agir, contrôler certaines crises, mais les symptômes digestifs vont rester forts, colchicine ou pas, en fait. Et est-ce que Donc vous avez accès à des... on reste quand même, enfin on revient toujours sur cette notion de DOAD, finalement, du microbiote qui va s'installer pour évoluer vers comment dire, une présentation à l'équivalent de l'adulte vers l'âge de 2 ans et demi, 3 ans. Et tu as l'air de nous dire que c'est dans cette période qui est une fenêtre finalement d'installation de la maladie grave. Donc c'est encore un élément Dans les 2 complémentaire, hein. premières années, hein, c'est-à-dire Oui, c'est ça. ce que nous dit les pédiatres, c'est que c'est dans la première et en gros, avant 2 ans, ils installent cette maladie et qu'après, ils sont une forme sévère, c'est ce qu'ils disent. Vous avez accès euh, des familles, voilà, avec qui transmission de cette maladie monogénique Oui. et ou des cas plutôt sporadiques et voir s'il y a des différences. Si... Ah, très bonne remarque, bien sûr. En fait, d'ailleurs, pour répondre c'est intéressant, étant donné que dans certains pays, l'allèle est très fréquent, puisque je n'en ai pas parlé là, parce que je ne voulais pas trop que le topo soit trop complet, mais quand on a la mutation la plus sévère, qui s'appelle M694V, ça confère aux patients une résistance à Yersinia pestis. Donc, c'est des patients qui, au Moyen Âge, ont résisté à la peste, donc ils ont survécu. Donc, c'est quand même c'est pour ça que l'allèle a perduré, hein, parce c'est un avantage sélectif. Donc, dans certaines régions, l'allèle est très prévalent et donc la maladie est très fréquente. Et du coup, on a des présentations pseudo-dominantes, c'est-à-dire que même si c'est une maladie récessive, normalement, chaque parent a un allèle Hmm. et l'enfant peut avoir deux allèles et être atteint. Ben, il y a de nombreuses familles où j'ai un parent atteint, voire un grand-parent, et donc on peut avoir une transmission. Du coup, j'ai des familles avec un parent atteint et plusieurs enfants atteints, un ou plusieurs. Donc ça peut être des familles. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est assez souvent des familles sévères par rapport à des cas totalement sporadiques, où le plus probablement, il y avait un allèle chez chaque parent. Et donc, nous pourrions répondre à la question de Philippe. Nous n'y avons pas encore pensé. Je pense qu'on va attendre l'étude sur les 30 résistants à la colchicine et puis Hmm. le shotgun. Et peut-être qu'après, ça pourrait donner, on va dire, des arguments pour aller faire une recherche entre des cas sporadiques et des cas familiaux. Et pour l'instant, nous n'avons pas encore étudié d'enfants. Euh, je, je- je vois en ligne qu'il y a une de vos consoeurs qui est, je crois, gastropédiatre. Je ne sais pas si c'est facile d'étudier le microbiote chez les enfants. En tout cas, nous, chez les adultes, il n'y a pas eu de souci pour collecter. On a pu collecter, vous avez vu, une cohorte qui est confortable, même si
pas beaucoup pour vous, mais pour une maladie On rare, a c'est une, pas mal. on a une autre question de Simon. Merci, Ouais, merci Sophie. Il nous demande que pensez-vous de l'utilisation de témoins sains apparentés dans ce type d'études? bien sûr, c'est ce qu'on a Cela dit, oui, tout à fournirait fait. peut-être plus d'indications sur le rôle pathogène entre guillemets de certaines bactéries. Tout à fait. Donc, ouais, ouais, bah, je vais prendre tout ça en note, en tout cas pour le futur. Mm. C'est vrai que, et je suis bien sûr à l'écoute de tous vos conseils et suggestions. Tout ça, c'est fait un peu des études pilotes. Et peut-être que ça permettrait ensuite de designer une étude plus élaborée, justement, avec des contrôles qui seraient plus judicieux, ouais. Vous éradiquez Helicobacter pylori à tous vos patients là maintenant, non? J'imagine. Alors non, en fait, d'ailleurs, je suis à l'écoute de vos conseils, mais pour l'instant, il n'y a que quand il y a des symptômes digestifs hauts qu'on le recherche et moi, je demande plutôt des FOGD, mais peut-être que vous pensez qu'il faudrait faire des sérologies, j'en sais rien. Le Est-ce dépistage, ça que peut être pas mal, ouais. mes Mm. dépistages par ELITES, Non, par sérologie. Ouais. par sérologie, ouais. Peut-être qu'il faudrait faire des sérologies à tous. Et puis maintenant, on fait très attention pour pas qu'ils prennent, parce qu'on a eu quelques patients qui, leur médecin leur avait donné les macrolides, donc ils ont fait une petite intox à la colchicine, Ouais. ce qui est très sévère, donc JHP. Donc vous faites volontiers les sérologies HP à beaucoup de vos patients? Non, mais si tu veux le dépister de façon simple dans une population un peu vaste, bah, c'est un des Ouais. moyens de le faire. Hmm. Et en tout cas, dans le PNDS, donc le protocole national de diagnostic et de soins de la FMF qu'on vient de publier, nous avons proposé à ce qu'il y ait une recherche d'Helicobacter pylori et de Clostridium difficile chez tous les patients qui sont dits résistants à la colchicine pour ne pas donner à tort une biothérapie anti-interleukinin alors que le patient est infecté et pourrait, avec des traitements antibiotiques simples, avoir une rémission en fait, de la maladie. Là, on voit quand même que le sujet, on commence à entrevoir des études d'intervention un peu ciblées et c'est vraiment, je trouve vraiment passionnant, quoi. Voilà. Bon, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions chez nos webinaires? Les pédiatres, les médecins adultes ou les chercheurs? Je ne crois pas. Nathalie, Et s'il n'y a pas de questions, on va peut-être clore ce on a webinaire. tenu les temps de façon remarquable. Et voilà, exactement. C'était vraiment passionnant et passionnant parce que on a l'impression qu'on est au début d'une histoire Oui. et que voilà, les travaux qui sont réalisés permettent de détricoter cette histoire, un petit peu revivre ce qu'on a vécu avec les Mickey en profitant de toute l'expérience qui a pu être acquise justement précédemment. Donc c'était vraiment super intéressant. Merci beaucoup, Euh, Sophie. on v- un grand, grand merci, Sophie, pour cette présentation qui était extrêmement didactique pour beaucoup de gens qui, je pense, comme moi, n'étaient pas du tout au fait du sujet. Merci à tous. Merci à vous. On se retrouve, Nathalie, dans combien de temps pour le prochain On se webinaire? retrouve le 15 janvier à la même heure, hein, pour le prochain webinaire qui va nous parler de l'inflammation et de l'axe intestin-foie avec Leila Imamovic. D'ici là, on va vous souhaiter à tous de très belles fêtes de fin d'année. Merci à vous aussi et merci Nina pour Merci. l'organisation. Merci, Mina.